Nous devons distinguer clairement trois notions, l'influence, le pouvoir et la domination lorsqu'il s'agit de la question juive. L'influence, c'est la capacité d'orienter, de modeler ou d'infléchir les décisions d'un pouvoir, sans en être formellement l'organe souverain. Le pouvoir, c'est la capacité institutionnelle ou économique à imposer une décision, à gouverner, à sanctionner, etc. La domination, quant à elle, c'est la situation de contrôle structurel. Un contrôle qui est structurel, qui est durable sur une société, ses lois, ses représentations, son armée, etc. Il est indéniable que, par exemple, l'AIPAC et les lobbies pro-israéliens aux États-Unis jouissent d'une influence exceptionnelle capable de faire plier des présidents. On se rappelle de Obama qui était contraint d'augmenter l'aide militaire à Israël en 2016, malgré ses réserves sur Gaza et les colonies. Il y a le Congrès américain aussi qui adopte régulièrement des résolutions favorables à Israël contre l'avis de l'ONU ou de ses alliés européens, parfois au prix de son propre crédit international. Il y a aussi des hauts responsables de la diplomatie américaine qui sont liés pieds et poings, culturellement, familialement ou idéologiquement à Israël. Par exemple, il y a Paul Wolfowitz, Anthony Blinken, Rahm Emanuel ou Jared Kushner, par exemple. Donc, aucun doute là-dessus, cela constitue une forme de pouvoir d'influence diplomatique et stratégique tout à fait réel, indéniable. Le cynisme de cette communauté est tel que l'entité sioniste fait régulièrement usage même d'intermédiaires islamistes. Euh, des travaux, ceux de Zemmour Hersh, de Gareth Porter, ou encore certains rapports du MI6, donc les services secrets britanniques, ont évoqué des connivences entre le Mossad et des groupes islamistes en Syrie, au Liban ou même à Gaza. Non pas par sympathie idéologique, mais selon une logique de diviser pour mieux régner, affaiblir les nationalismes arabes, laïcs, ou alors perturber la résistance chiite, par exemple. Il y a les cas assez connus dont j'ai entendu parler dernièrement dans une chaîne de grande diffusion, c'est le fait qu'Israël soigne des membres d'Al-Nosra, donc la branche syrienne d'Al-Qaïda, qui étaient blessés sur le Golan, le plateau du Golan entre 2014 et 2016, ou alors les silences israéliennes prolongés sur la montée de Daesh à ses frontières. Tandis que cela a contribué à affaiblir Bachar el-Assad et le Hezbollah. Donc, on voit que c'est une stratégie euh, de cynisme visant à la puissance. Elle est comparable à qui était pratiquée par les États-Unis avec les Moudjahidines en Afghanistan dans les années 80. Certes, il faut bien dire que ceux que j'ai mobilisés jusqu'ici, ce sont des organes d'un État, on va dire celui de l'entité sioniste, et des groupes de pouvoir spécifiques qui mobilisent l'identité juive pour légitimer leurs intérêts stratégiques. Certes, l'écrasante majorité des juifs, pour légitimer ou plutôt l'écrasante majorité des juifs, religieux ou non, israéliens ou non, ne participent pas, on va dire, à ces mécanismes de pouvoir. Certes aussi, des juifs sont activement engagés, euh, on va dire, comment dire, ils sont engagés contre cette logique et subissent du coup les foudres de leurs propres co-religionnaires, une double persécution si vous voulez, parce que d'un côté il y a les sionistes qui les amalgament, de l'autre euh, les sionistes qui les traitent de traîtres ou d'auto-antisémites. Mais ce que nous avons eu à observer à Gaza, c'est un modèle qui tend à laisser penser qu'il y a une récursivité tant dans le passé que dans l'avenir concernant cette population. Ce modèle, évidemment, c'est celui du soutien inconditionnel par le juif du quotidien aux actions délétères et mortifères du sionisme messianique dans lequel le judaïsme est embourbé depuis au moins la première révolte juive face à l'Empire romain, telle qu'elle est narrée par l'historien juif Flavius Joseph
Euh, que ce soit dans cette révolte ou dans la troisième ou deuxième, selon l'historiographie, euh, selon donc la troisième ou la deuxième rébellion des Juifs contre le Senatus Populusque Romanus, donc la Rome antique, eh bien, avec des figures marquantes telles que le fanatique juif, euh, l'extrémiste avide de pouvoir, Shimon Bar Kokhba, donc près de 30 ans après euh, près de 30 ans après la mort du... Non, non, c'est encore un peu plus, c'est vers 130 136, je crois, après Jésus-Christ. Enfin bref, la raison en était toujours financière et liée à l'arrogance de faire partie d'un plan, on va dire, divin, ce qui donne des ailes jusqu'à voler trop près du soleil. Ce n'est donc ce n'est donc pas tant sur le plan de l'orthodoxie qu'il faut rechercher les origines des tensions judéo-romaines, rien à voir avec la décision romaine de construire sous l'emplacement de Jérusalem la colonie d'Aelia Capitolina, autour du temple consacré donc à Jupiter Capitolin, le souverain céleste du panthéon romain. Euh, euh, Capitolin pour la colline donc connue sous le nom de Capitole, hein. Donc ça n'a rien à voir avec tout ça, c'est le sens abscon qu'a la pensée juive de la propriété privée et de la propriété tout court, en fait. La mécompréhension du sens des paroles christiques rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Ce qui explique en fait l'incapacité pour cette idéologie à pouvoir coexister, à respecter le nomos de la terre. C'est ça qui va le conduire à vouloir battre monnaie, à singer les structures de pouvoir liées à l'armement, à la recherche scientifique, quitte à voler, usurper, mentir et trahir. J'ai presque envie de dire, j'ai presque envie de prendre l'exemple comment il dit, disrespect track, qui a été sorti par Lamar, Kendrick Lamar, à l'occasion du bif ou le duel qu'il a opposé à l'autre, à Drake, au juif Drake, hein, puisque nombreux sont les gens qui vont écouter cette chanson et la prendre au premier degré, la chanson donc Not Like Us, là où Kendrick Lamar accuse son rival d'être voilà, un manipulateur, d'exploiter des artistes noirs tout en étant un outsider culturel en tant que Canadien d'origine mixte, souvent perçu comme étranger à la culture donc afro-américaine authentique de Compton. Euh, D'ailleurs, à ce propos, vous pouvez regarder le film là, Straight Outta Compton, que j'ai bien aimé. Ou alors, voilà, la musique authentique ici d'Atlanta, etc. Donc, c'est sa manière de se comporter de manière toxique aussi dans l'industrie musicale, puisqu'il a des relations douteuses avec des jeunes filles, qu'il utilise des ghostwriters, etc. Et surtout, le fait de vouloir s'attribuer une culture qui, au fond, n'est pas la sienne. Donc, ce sont justement ce que les Juifs, d'ailleurs, ont fait tout au long de l'histoire, hein, l'exploitation de la musique afro-américaine, des Noirs qui venaient tout juste de sortir du joug de l'esclavage, pour s'enferrer dans celui de la ségrégation. Donc, à travers des labels, on va dire, vampireux, ils ont sucé tant et plus le sang et le génie, ainsi que l'inspiration des artistes noirs. Mais cela, c'est, entre guillemets, une moindre chose, parce que le premier vol, c'est précisément celui de l'idée même du monothéisme, une invention qui est négro-africaine, née dans la vallée du Nil, conçue par Amenophis, enfin récupérée par Amenophis IV, ou plutôt Amenhotep IV, ou Amenophis IV, plus connu sous le nom que vous connaissez sous le nom de Akhenaton, donc le 10e pharaon de la 18e dynastie qui a régné entre 1372 et 1354 avant notre ère. Donc vous pouvez lire à ce propos la philosophie africaine de la période pharaonique de Théophile Obenga, ou alors le classique chez Anta Diop, Civilisation ou Barbarie. D'ailleurs, pour les nègres incultes, les batraciens qui croisent bêtement comme ça devant la Bible, sachez que l'égyptologue Eric Hornung démontre bien que tous les auteurs de bonne foi se doivent d'admettre que l'hymne à Aton d'Amenophis IV, donc Akhenaton, a pu inspirer des passages du psaume 104, par exemple. Donc, j'en reviens à ce modèle récursif et je soutiens que, voilà, effectivement, la quasi-majorité des Juifs, par lâcheté, par inculture, par fanatisme, par, par hystérie, de manière partisane, communautaire,
communautaristes, traditionnalistes, ont soutenu, soutiennent et soutiennent encore les actions les plus infamantes faites à leur nom, au nom de la conviction profonde d'être dans leur bon droit, d'avoir la faveur d'Hachem, donc le Dieu d'Israël, euh, et le blank saying des puissants contemporains devant lesquels ils ploient le genou aujourd'hui, avant de les poignarder demain allègrement, lorsque le lion derrière lequel il s'abrite va vieillir, se racornir, voir ses griffes tomber, s'émousser, et ses dents faillir, quoi. Des trahisons de cette nature par toute une communauté, au sein d'une population qui les a accueillis, la main sur le cœur. Pour moi, il n'y a eu que cela dans l'histoire proche des judaïsants et dans les mythes anciens. Je dis bien mythe parce que tout ce qui sort de la bouche de ces gens-là n'est qu'affabulation, fantasme et reconstruction de la réalité. Mais le delirium tremens de la vision du monde juif s'accentue à partir de la prise par Titus et Vespasien de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, après Jésus le Nazaréen, et la destruction salutaire de leur temple de fourberie. On peut évoquer d'autres groupes, hein, d'autres groupes minoritaires qui ont connu l'exclusion sans déclencher autant de rejets obsessionnels que les Juifs. Les Noirs, par exemple, ainsi que les Roms, pour ne citer que, ont été, sous les latitudes occidentales, assignés à des places inférieures sans prétention de leur part à quelque élection ni à la maîtrise du monde. Le ressentiment envers eux a été d'ordre, on va dire, contemptif, c'est-à-dire relevant du dédain, relevant du mépris profond, et comment dire ça, tandis que euh, le dédain, ou plutôt le ressentiment vis-à-vis des Juifs était plutôt, on va dire, d'ordre projectif, au sens où, eh bien, le blanc a vu dans le juif un autre capable. Il a projeté sur lui ses propres manquements, ses propres affects, ses désirs, euh, ses fautes, sa pulsionalité extrêmement problématique, souvent refoulée et inacceptable. Ainsi, il a perçu dans le juif un- autant un rival, un intellectuel qu'un financier, un culturel, euh, un rival qui est invisible, on va dire, rusé, capable de s'infiltrer et de se rendre indispensable jusqu'à à être en compétence pour pouvoir trahir, hein. Et cette représentation, d'ailleurs, se retrouve dans autant d'histoires bibliques. Il n'y a qu'à citer la ruse de Jacob, qui usurpe, vole le droit d'aînesse d'Ésaü par un plat de lentilles, puis en trompant, en trompant son père aveugle, ce qui, au sein de la vision juive du monde, s'inscrit dans le dessein providentiel, puisque Jacob va devenir Israël, quoi. Mais dans cet exemple, on voit bien qu'il y a un refus fondamental de l'ordre, un refus du nomos de la terre tel qu'il existe, même lorsque c'est la majorité qui le veut ainsi. Et il y a une volonté farouche, presque inexpugnable, jusqu'à souffrir les pires affres, les pires déshonneurs, les pires barbaries, euh, une volonté à renverser l'ordre pour imposer sa propre vision du monde. Certains seront peut-être admiratifs de ces vils procédés. Cela se peut comprendre au demeurant. On dira d'eux qu'ils sont farouches. Voilà, les Juifs ne se soumettent pas. Ils recherchent la légitimité par l'intelligence dans une structure, disons, d'exclusion. Mais si vous connaissez un peu les lois de l'hospitalité, disons que si je t'accueille chez moi, ma maison, mes lois, comme on dit. Le but, c'est pas que tu commences, si tu veux, à critiquer, à saboter ma légitimité, mon autorité auprès de ma progéniture et de mon épouse. C'est-à-dire qu'avec toi, je partage le fruit du miracle et le vin de palme,
Et la seule manière que toi, tu as trouvé pour honorer ma prodigalité à ton endroit, eh bien, c'est de tenter de me percuter le renflement brun durant mon sommeil. Non, c'est pas comme ça. Voilà en fait pourquoi j'ai tenu à évoquer quelques groupes minoritaires, du moins au sein des sociétés hyperboréennes, afin de montrer qu'il n'y a pas le même rapport historique à ceux-ci, euh, et surtout que ces groupes parfois critiqués pour leur double allégeance n'ont rien de commun avec les juifs en termes de pouvoir. On lance volontiers en France des polémiques contre l'entrisme, contre le frérisme, vous savez, cette histoire sur les frères musulmans. Euh, mais moi, ce que j'ai envie de dire aux prétendus patriotes, hein, aux patriotes de salon ou de patriotes derrière les écrans, encore heureux qu'il n'y a rien chez les musulmans en solde qui vivent en France, à même de nourrir une véritable haine à votre endroit. Parce que si vous aviez fait aux Juifs le quart de ce que vous avez fait, par exemple, aux Algériens, ils auraient mité et terminé votre pays bien avant le choc pétrolier. Sachez-le. Ok? Donc non, on ne peut pas, on ne peut plus sérieusement parler du judaïsme comme d'une identité sans pouvoir. Il existe aujourd'hui clairement un État juif doté de l'arme nucléaire, agissant hors du droit international, des réseaux de lobbying d'une puissance exceptionnelle, il faut le souligner, une capacité à façonner des récits dans les médias dominants occidentaux, parce qu'il y a un parasitage, il y a une, une gangrène totale des médias euh, par ceci. Certes, ce pouvoir n'est pas diffusé pardon, équitablement dans la communauté juive. Chaque juif sous un kippa n'est pas un agent double, on va le dire comme ça, mais ce pouvoir, il est centralisé, stratégique, idéologique, protéiforme, s'il n'est pas essentiel au judaïsme, parce qu'il lui est, euh, il faut dire qu'il lui est consubstantiel, a fortiori dans ses formes les plus dégénérées, comme le sionisme d'État. euh, et chaque souverain averti, chaque prince, chaque république eh bien, devrait s'enquérir de mettre ce pouvoir au pas pour qu'il ne grossisse pas telle une tumeur et étouffe au fond la nation. Ce qui aura achevé la France, ce n'est pas les musulmans, hein. Ce n'est pas les jeunes de banlieue, les burkinis, le- la burqa, le camis, l'abaya et je ne sais pas quel autre débat sur le voile qu'on retrouve parfois sous ces latitudes ici, mais c'est la lâcheté face au devoir de la France de nommer le sionisme qui lui enserre la gorge, qui lui embrume les idées, c'est de nommer euh, sans détour, j'ai envie de dire, les prétentions exprimées par cette idéologie sur la souveraineté d'un État. Mais à moins que la France, hein, à moins que la France se détourne tout à fait de ses maximes, sa devise liberté, égalité, fraternité, on ne peut pas faire autrement que de voir ce qu'il y a à voir, de dénoncer ce qu'il y a à dénoncer, de nommer les choses. Car enfin, comment des agents étrangers peuvent à ce point manipuler et influencer la politique étrangère d'un pays prétendument souverain, à moins que la France, depuis bien longtemps, n'est plus la France, n'est plus la France des rois chrétiens, n'est plus la France même de Gaulle, pour parler dans un passé plus proche, mais bien la France des courtisans juifs qui n'ont Dieu et qui n'ont de cœur que pour Jérusalem.